Aujourd'hui, on va commencer par voir les signes fonctionnels en urologie. Alors, les signes fonctionnels en urologie, on va d'abord voir les douleurs, l'aspect des urines, ce que j'ai appelé les manières d'uriner, puis les troubles sexuels. Après, nous verrons les méthodes diagnostiques, mais je rappellerai le plan à chaque fois, hein. Les méthodes diagnostiques, l'examen clinique, les explorations biologiques, morphologiques et fonctionnelles. Je ne m'arrête pas sur la radiologie qui est faite en sémiologie radiologique. Alors, les signes fonctionnels en urologie. Voilà. On va voir d'abord les douleurs et en premier les douleurs lombaires. Donc, à chaque fois, je vous rappelle le plan. Donc, il n'y a pas à noter. Alors, la douleur lombaire. La douleur lombaire typique, c'est la douleur de colique néphrétique. Donc, la colique néphrétique, c'est une douleur. C'est un signe clinique. Ça ne préjuge en rien, je vais le répéter de nombreuses fois, de la cause de la colique néphrétique. La colique néphrétique, c'est une douleur comme la colique hépatique. Et elle est due à la mise en tension brutale des cavités excrétrices en amont d'un obstacle, et ce, quel que soit l'obstacle. Alors, un petit rappel peut-être sur les cavités excrétrices. Hein, vous savez, ici, il y a le pied long ou bassinet, et ici, le calice supérieur, moyen, inférieur. Et ici, l'urtère qui est schématisé, avec en haut la portion lombaire, puis au niveau du croisement avec les vaisseaux iliaques, ici, l'urtère iliaque, l'urtère pelvien, et après, quand il pénètre dans la vessie, l'urtère intramurale. D'accord? Donc, c'est de la plomberie. Quand vous avez un obstacle, au-dessus, l'urine ne peut pas s'écouler, et ça dilate l'appareil excréteur au-dessus de l'obstacle, et c'est donc la mise en tension brutale des cavités en amont de l'obstacle qui provoque la douleur. C'est exactement comme dans la colique hépatique quand un calcul se coince dans le canal cystique. C'est la même chose. Alors, quelle est la sémiologie de la colique néphrétique? Donc d'abord, c'est une douleur de début brutale. Quelquefois, quand en fait l'obstruction n'est pas complète et brutale, il peut y avoir pour une obstruction intermittente un genre de douleur lombaire un peu sourde, quelquefois un malaise, mais le plus souvent c'est une douleur de début brutal. Et il est rare qu'on ait deux obstacles complets, un de chaque côté en même temps, donc elle est unilatérale. Et ce qui la définit le mieux, parce que la douleur lombaire brutale unilatérale, ça peut être une douleur rhumatologique, quelque chose comme ça, mais ce qui va la définir le mieux, c'est en fait son trajet, qui est un trajet descendant. Elle débute dans la lombe, elle contourne le flanc, et elle descend se dirigeant vers les organes génitaux externes, c'est-à-dire vers la bourse chez l'homme et vers la grande lèvre chez la femme. Et elle évolue de façon paroxystique, c'est-à-dire que, en fait, le patient a mal, puis si un peu d'urine s'écoule, parce qu'on va prendre l'exemple le plus typique qui est le calcul bouge un peu, il n'obstrue plus complètement la voie excrétrice, alors l'urine s'écoule un peu à côté, le patient n'a plus mal, puis le calcul se recoince, le patient a mal, etc. Donc c'est une évolution paroxystique, et c'est une douleur extrêmement intense, puisqu'on dit que c'est une des douleurs les plus fortes qui soit. Par ailleurs, cette douleur, en général, on dit qu'il n'y a pas de position antalgique. Et cela fait dire souvent, on voit les patients qui arrivent assez agités. On a souvent appelé ça la colique frénétique, hein, pour décrire l'état du patient qui ne trouve pas de position antalgique. Il sautille, il se tord dans tous les sens et finalement, il ne peut pas trouver de position antalgique. Alors c'est pour ça que je l'ai mis en signe associé, il y a l'agitation. Et ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir au contact, donc on est dans le rétropéritoine, vous êtes d'accord? Le rein, l'urtère, tout ça, c'est le rétropéritoine. Donc juste devant l'urtère passe le péritoine.
Et comme il y a une petite inflammation de l'urtère, il peut y avoir en regard une petite réaction péritonéale avec un iléus réflexe, c'est-à-dire que l'intestin grêle se paralyse. C'est ça l'iléus réflexe. Donc du coup, s'il est un peu paralysé, ça peut donner une sensation de nausée. Donc quelquefois, les patients arrivent avec un tableau plutôt digestif. Et puis quelquefois aussi, le tableau prédominant, c'est un tableau urinaire de pollakiurie. On verra ce qu'est la pollakiurie, c'est-à-dire des envies fréquentes d'aller uriner, où le patient va uriner très souvent, on reverra. Et ça, c'est en fait surtout quand l'obstacle est juste derrière la vessie. Si le calcul, je prends l'exemple du calcul parce que c'est le plus fréquent, mais je répète une nouvelle fois que la colique néphrétique est un signe et elle ne préjuge en rien de la cause de l'obstruction. Mais imaginons que la cause de l'obstruction soit un calcul qui soit situé juste derrière la vessie. Eh bien, un des signes, c'est justement cette envie fréquente d'aller uriner, c'est quand il va tomber dans la vessie, quand il a presque fait tout son chemin. D'accord ? Et donc, du coup, ça donne aussi, c'est ce qui est écrit un peu plus bas ici, le signe topographique, c'est-à-dire que je peux me dire que le calcul est proche de la vessie quand il y a une pollakiurie. Mais le plus important, c'est de retenir peut-être les signes de gravité, car une colique néphrétique, bon, ce sont des douleurs, on peut donner des antalgiques, on peut donner des anti-inflammatoires, ça va faire passer la douleur. Mais quelquefois, pour nous, ça devient une urgence chirurgicale, c'est-à-dire on ne peut pas juste donner des médicaments, il va falloir opérer le patient et drainer ses urines. Et ça, dans deux cas. Un, s'il a de la fièvre, parce que ça veut dire à ce moment-là que les urines qui sont coincées au-dessus de l'obstacle se sont infectées, et que dans une colique néphrétique, la pression qui règne dans ces cavités dilatées est très importante et quelquefois peut être supérieure à la pression de perfusion du rein, ce qui fait que ces urines infectées retournent dans la circulation et donc ça crée une septicémie. D'accord ? Donc, tout ça, vous n'allez pas le retenir, c'est pour vous expliquer pourquoi le signe de gravité est la fièvre. À ce moment-là, ça devient une urgence chirurgicale. De même, s'il y a une anurie, c'est-à-dire que si le patient n'urine plus, s'il y a une anurie, soit parce que l'obstacle est bilatéral, ça arrive malgré tout quelquefois, soit parce que le patient n'a qu'un seul rein, à ce moment-là, c'est aussi une urgence de l'opérer pour dériver ses urines. D'accord ? Donc les deux signes de gravité sont en fait des signes qui transforment cette urgence médicale en urgence chirurgicale. Alors, je répète une autre fois que la douleur ne donne pas d'informations ni sur la nature ni sur le siège de l'obstacle, à l'exception près de la pollakiurie, on l'a dit, et que l'obstacle, qu'est-ce qu'on peut trouver comme obstacle qui soit responsable d'une colique néphrétique ? Le calcul, le plus souvent, on est bien d'accord, mais on pourrait imaginer qu'une tumeur bouche la voie excrétrice et que les cavités au-dessus se dilatent. Une compression extrinsèque, si vous avez par exemple une maladie qui donne des ganglions dans le rétropéritoine ou des choses comme ça, un lymphome, des choses, et à ce moment-là, ça va comprimer, il va y avoir une compression extrinsèque de l'urtère, et ça pourrait créer une colique néphrétique, ou une anomalie morphologique, une anomalie congénitale de la voie excrétrice. Une anomalie morphologique de la voie excrétrice. Alors ici, vous voyez quelques exemples. Si on regarde ici, voilà, ça c'est une urographie intraveineuse. Vous avez déjà vu la radio ou pas ? Oui, non ? Un peu. Alors, l'urographie intraveineuse, ça consiste à d'abord faire une radiographie normale d'un abdomen sans préparation, c'est-à-dire une radio de base de l'abdomen, puis d'injecter un produit de contraste dans les veines, lequel va être sécrété par le rein, puis excrété par le rein dans les cavités. Et ça va donc dessiner ici, le produit de contraste que vous voyez en blanc, va dessiner les cavités. Et donc vous voyez, donc ça c'est la gauche, on est bien d'accord. Ici le calice supérieur, le calice moyen, le calice inférieur, le bassinet, l'urtère lombaire. Ici, et à partir de là, c'est coupé, il y aurait l'urtère pelvien. De l'autre côté, ici, vous voyez que le rein est dilaté. D'accord ? Il est beaucoup plus gros que l'autre, parce qu'il y a une obstruction. Donc ça crée une colique néphrétique. Et en fait, l'obstruction ici, ce n'est pas un calcul, c'est ce que je vous disais, c'est une malformation de la voie urinaire
peu importe laquelle, ça s'appelle un syndrome de la jonction pyélo-urétérale, mais c'est pas ça qui est important. Donc vous voyez que sans calcul, il peut quand même y avoir une colique néphrétique parce qu'il y a une mise en tension brutale des cavités excrétrices. En fait, c'est des patients qui ont une anomalie congénitale et quand ils boivent beaucoup, ils naissent avec, mais quand ils boivent par exemple 1 litre d'un coup, le rein se met à fonctionner un peu plus, les cavités se dilatent d'un coup et ils ont des coliques néphrétiques et puis progressivement ça s'élimine parce qu'il y a une zone ici urétérale qui fonctionne mal pour faire progresser l'urine. Peu importe. De l'autre côté en revanche, ici vous avez un petit calcul qui bloque, là c'est donc à gauche, qui bloque toute la voie excrétrice. Donc le calcul qui a été fabriqué par ici est descendu, il ne s'est pas arrêté là, il est descendu, puis là il a été bloqué, enfin il s'est arrêté dans l'urtère, il n'a pas pu continuer à progresser, et donc au-dessus, voilà le retentissement, le rein qui est dilaté et la douleur. D'accord ? Et puis en fait, quelquefois le calcul est tout en bas, ici c'est un calcul pelvien sur une image de scanner, et puis on aurait tout au-dessus la voie excrétrice dilatée, ça c'est la même jonction vue au scanner. Alors, question sur la douleur de colique néphrétique ? Non ? Bon. Alors, ensuite, la douleur des bourses. Donc, on va décrire les douleurs en urologie. Alors, vous vous doutez bien, son siège est scrotal. Ça paraît assez logique. Et là, c'est un peu, c'est pas le contraire, mais disons que là, la douleur, elle est ascendante. En fait, elle va suivre ici, je vous ai représenté ici le testicule, l'épididyme, puis le déférent, qui va aller après derrière la vessie qui est schématisée ici. D'accord ? Donc en fait, la douleur va suivre le trajet du canal déférent. D'accord ? Et c'est donc une douleur ascendante. Et là, en fait, la caractéristique brutale ou progressive est très fonction de l'étiologie. Si vous avez une torsion, ce qu'on appelle communément une torsion du testicule, qui est en fait une torsion du cordon spermatique, ici, le cordon qui est là se tord à l'intérieur du scrotum. Donc ça, c'est une urgence chirurgicale aussi. À ce moment-là, la douleur, elle est aiguë, elle est brutale. Si vous avez juste une infection du testicule, une orchite, la douleur est plus progressive. Donc là, ça va dépendre de l'étiologie, le caractère progressif. Et puis en général, là encore, c'est une douleur qui est unilatérale, bien sûr. Alors voilà, quand on arrive un peu tard sur la torsion du cordon spermatique, voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais en fait, il y a une tour de Spire. Ça, c'est le cordon. On a ouvert la bourse. Ça, c'est le cordon. Et le testicule, normalement, c'est tout blanc. Là, le buginet du testicule. Et là, il est tout noir. On peut le mettre à la poubelle. Donc, au baquet. D'accord ? Donc, après 6 heures, on a 6 heures pour faire le diagnostic et opérer un testicule. Et après, il est tout noir comme ça, tout dégoûtant. Et on ne peut plus rien pour lui. D'accord ? Donc, c'est pas très fréquent. On voit ça chez l'enfant ou chez le jeune homme. Et donc, c'est en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, le testicule, il est attaché au fond du scrotum par le gubernaculum testis. Et quand celui-ci est un peu lâche, en fait, le testicule peut tourner. Donc, communément, on appelle ça la torsion du testicule. Et plus précisément, on devrait dire que c'est une torsion du cordon spermatique. Peu importe. Et donc, ça, c'est le plus typique de la douleur scrotale. C'était pour vous montrer. Mais bien plus fréquente, c'est la douleur de l'orchie épididymite, enfin de l'infection ou de l'inflammation du testicule. Bon, les douleurs scrotales, en général, le patient pointe du doigt. Le diagnostic est moins difficile. Alors, les douleurs vésicales et pelviennes. Alors, ce sont des douleurs hypogastriques. Vous connaissez tous la segmentation abdominale ? Oui, alors bon voilà, donc ça siège au niveau de l'hypogase, c'est-à-dire juste au-dessus du pubis. Alors les irradiations des douleurs hypogastriques, c'est très variable d'un patient à un autre, quelquefois vers les organes génitaux externes, le plus souvent il n'y a pas d'irradiation, quelquefois aussi vers le périnée, c'est assez... bon. Il faut connaître un terme qui est celui du ténesme vésical, qui est une sensation de tension brutale au niveau hypogastrique, c'est-à-dire là où se trouve la vessie. Et il y a une sensation de besoin permanent, alors que la vessie n'est pas forcément pleine.
Et comme je vous disais, bon, les douleurs hypogastriques et pelviennes, c'est pas très spécifique, hein. Ça peut être, je sais pas moi, une constipation terminale, des règles douloureuses, un problème gynéco autre, un problème urologique, enfin bon. Donc c'est vraiment pas, ce ne sont pas des douleurs très spécifiques, les douleurs pelviennes. Alors, on a vu les douleurs, on va maintenant voir l'aspect des urines. Et on a besoin de voir tout ça pour en fait arriver au corps du cours, qui sont vraiment les troubles mictionnels. Alors l'aspect des urines, l'aspect normal des urines, il est limpide, les urines sont jaunes comme vous le savez. La couleur jaune est due à la présence de pigments biliaires qui sont hydrosolubles et le ton du jaune, jaune clair, jaune foncé, orangé, dépend évidemment de la concentration de ces pigments et de la duresse bien évidemment. Si vous buvez 5 litres, les urines sont quasiment transparentes et incolores et si vous ne buvez pas du tout, les urines sont plus concentrées. Vous faites suffisamment de sémiologie néphrologique pour savoir qu'il peut y avoir des dysfonctions rénales qui troublent la concentration des urines et donc leur couleur, mais ça peut être aussi des dysfonctions hépatiques. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la sémiologie digestive. Non. Bon, donc vous verrez ça que quand on est jaune quelquefois, on peut aussi avoir des urines qui sont jaunes. Mais modifient aussi la couleur des urines, les prises médicamenteuses, certains médicaments comme la rifampicine, les betteraves et la présence de sang dans les urines. D'accord ? Donc on a un certain nombre de consultations pour du sang dans les urines et les patients ont juste mangé des betteraves. Alors, justement, plus intéressant que la couleur normale, quelles sont les couleurs anormales ? Et on va commencer par voir l'hématurie. Donc tout ce qui est, vous savez, tout ce qui se passe dans le sang, on dit hémie, kaliémie, natrémie, tout ce que vous voulez. Et tout ce qui se passe dans les urines, on dit urie à la fin. Donc, c'est pas très difficile. Alors, la présence, l'hématurie, c'est la présence d'hématies dans les urines au cours d'une miction. Alors, j'insiste sur au cours d'une miction. C'est-à-dire, c'est pas parce que, s'imaginez une plaie du périnée, vous urinez, la goutte de sang tombe dedans. Bon, ça va colorer les urines. Mais ce n'est pas une hématurie. L'hématurie, c'est dans l'urine qui est stockée dans la vessie, il y a du sang et elle s'élimine et ce sang s'élimine, au cours de la miction. Et il n'y a pas d'hématurie sans cause. On ne peut pas dire, oui, c'est parce qu'il prend de l'aspirine, il a une hématurie, c'est pas grave. Non, bon. Il faut trouver une cause absolument à chaque hématurie. Alors après, il y a des définitions qu'il vous faut connaître. Et je vous ai mis, vous les trouverez dans les bouquins différemment, selon qu'on parle en globules rouges, en hématies par millilitre ou par millimètre cube. Je vous ai mis l'équivalent ici. Et le compte d'Addis, que vous verrez peut-être moins, mais comme vous risquez de le trouver, c'est l'hématie leucocyte minute. C'est une espèce de débit d'hématurie. Donc la norme, c'est 5000 par minute, puisque c'est un débit, c'est donc en fonction du temps. Retenez plutôt 5 par millimètre cube ou 5000 par millilitre. On appelle microscopique, une hématurie microscopique, une hématurie qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est détectée par les examens de laboratoire. En général, il y a plus de 10 000. Certains disent 5 000. Les normes sont peu importantes. Est-ce qu'il y a du sang ou pas dans les urines? Ça a la même valeur. Et macroscopique, si le patient vient et dit « j'ai fait pipi du sang ». Donc là, c'est macroscopique. Donc hématurie, retenez juste microscopique et macroscopique. Alors, je vous ai dit que l'hématurie vient au décours d'une miction. Ça veut dire que l'urétroragie, c'est-à-dire qu'il y ait du sang, que l'urètre saigne, n'est pas une hématurie, puisque ça y coule en dehors d'une miction. On va le revoir sur un schéma. Donc, ne sont pas des hématuries. Comme je vous ai dit, un saignement d'origine génitale, typiquement, on fait une bandelette urinaire à une jeune femme, elle a ses règles, la bandelette urinaire est positive, elle n'a pas eu du sang au décours d'une miction. Ce n'est pas une hématurie.
Les colorants alimentaires ou médicamenteux, on en a parlé. Et une très bonne façon de diagnostiquer l'hématurie, c'est la bandelette urinaire qui a une excellente sensibilité, à part dans un cas, mais elle ne fait pas la différence entre myoglobinurie ou hémoglobinurie. Enfin, les cas de myoglobinurie sont assez rares. Il faut que c'est dans des pathologies type rhabdomyolyse. Enfin, donc, retenez comme diagnostic facile la bandelette urinaire. Vous la trempez, vous avez le résultat immédiatement. Il y a ou il n'y a pas une hématurie. Vous allez avoir ça en nombre de croix, une croix, deux croix, trois croix. Alors, la grande question qui va se poser pour nous, urologues, c'est de savoir est-ce une hématurie d'origine urologique ou est-ce une hématurie d'origine néphrologique? Vous avez fait l'hématurie en néphro? Oui? Bon, donc, parfait. Les hématuries d'origine urologique, c'est en fait, l'urologie, ça s'intéresse, là en l'occurrence, c'est en fait quelque chose qui saigne directement. Il y a une lésion qui fait saigner le parenchyme rénal ou la voie excrétrice. Alors que globalement, les hématuries néphrologiques, c'est plutôt des problèmes du glomérule, des maladies du glomérule, des maladies de la fonction rénale. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui saigne, c'est-à-dire qu'il y a une communication entre un système vasculaire et le système urinaire. Donc, le sang qui coule, que l'on recueille, est un sang total. Comme si vous saigniez. Vous coupez, vous saignez. Donc, il contient, entre autres, outre les globules rouges, bien évidemment, il contient les protéines de la coagulation. Donc, il peut éventuellement coaguler et former donc des caillots. Alors que s'il s'agit d'une hématurie d'origine néphrologique, les globules rouges, eux, passent à travers la membrane glomérulaire lorsque celle-ci a une maladie quelconque, mais pas les protéines de la coagulation. Donc en fait, il n'y a pas de caillots dans les hématuries d'origine néphrologique. Donc, si vous avez des caillots, c'est pathognomonique d'une origine urologique. Et si vous n'en avez pas, ça peut être soit urologique, soit néphrologique. Parce qu'il y a malgré tout, quelquefois, ça se dilue suffisamment dans l'urine pour ne pas cailloter. D'accord? Donc l'inverse n'est pas vrai. S'il y a des caillots, c'est pathognomonique d'une origine urologique. Et s'il n'y a pas de caillots, ça peut être l'un ou l'autre. Et de la même façon, lorsqu'au frottis, on vous dit qu'il y a des cylindres, c'est-à-dire que les globules rouges se mettent l'un sur l'autre, des cylindres hématiques, c'est pathognomonique d'une origine néphrologique. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des cylindres, c'est du sang qui coule, tout court. Alors après, quelle est la valeur localisatrice? Est-ce qu'on peut donner une valeur localisatrice à l'hématurie? Alors, je vous demande d'être attentif à chaque mot. Quand l'hématurie est initiale, vous interrogez le patient, il dit « Ah là, j'ai saigné, très bien, vous aviez des caillots, oui, bon chouette, c'est une origine urologique. » Et vous allez essayer de préciser, mais c'était plutôt au début de la miction, à la fin de la miction, pendant toute la miction, au milieu. Ah ben non, c'est au début et après c'est clair. Et après les urines sont claires. Donc à ce moment-là, il y a une valeur localisatrice et vous pouvez dire que la zone qui saigne se situe entre la vessie et mais au-dessus du sphincter strié. On va le voir sur un schéma juste après. Donc, quelque chose saigne, les premières gouttes d'urine font sortir ce saignement, donc l'hématurie est initiale, et puis le reste de la miction à laver, c'est clair. À l'inverse, si une hématurie est terminale, ça signe l'origine vésicale, parce qu'en fin de miction, il y a une contraction vésicale. Et comme je vous l'ai dit, en urologie, si ça saigne, c'est quelque chose qui saigne. Par exemple, on va dire une tumeur dans la vessie. Donc, la contraction vésicale de fin de miction va faire saigner la tumeur, dans le cas présent, et donc vous allez avoir une hématurie terminale.
Okay, donc on peut dire c'est informatif si l'hématurie est initiale ou terminale. Si elle est totale, ça peut être soit n'importe où et suffisamment abondant pour que ça soit total, soit les reins, et à ce moment-là l'hématurie sera totale. Enfin, ça n'a pas de valeur localisatrice. Toute hématurie abondante est totale. Alors, je reprends ici. La vessie, d'accord? Donc là, ici, c'est le col vésical. Vous voyez l'urètre, ici, qu'on appelle l'urètre prostatique, l'urètre membraneux, là, qui ici, l'urètre pénien et l'urètre naviculaire. Bon. Si vous avez une lésion qui saigne ici, on est sous la vessie et on est au-dessus du sphincter strié qui se trouve ici. L'hématurie est initiale. Ça saigne quelque part ici, il y a un truc sur la prostate qui saigne, peu importe. Vous commencez à uriner, les premières gouttes sont colorées, puis le reste qui est stocké dans la vessie est clair. S'il y a une tumeur ici, là dans la vessie, en fin de miction, il y a une contraction vésicale, le début est clair, et la contraction vésicale fait saigner la lésion, donc en fin de miction, et la fin est foncée. Et ici, ce ne sont pas des hématuries. Puisque vous êtes sous le sphincter, ça coule en dehors d'une miction. Or, la définition de l'hématurie, c'est au cours d'une miction. D'accord? Si ici, il y a, je ne sais pas quoi, dans l'urètre, un truc qui saigne dans l'urètre, ça coule en dehors d'une miction. C'est une urétroragie, ce n'est pas une hématurie. Alors ensuite, après le sang, les leucocytes. Alors la leucocyturie, ça, c'est soit des infections urinaires, soit des causes quelquefois néphrologiques, on va passer vite. C'est détecté soit par la bandelette, soit par le CBU. CBU, ça veut dire examen cytobactériologique des urines. Et on dit qu'il y a une pyurie quand les leucocytes sont altérés, quand il y a une infection bactérienne. Bactéries qui font du pus. Bon, ça, c'est pas très... Alors ensuite, il y a la pneumaturie. Alors là, les gens arrivent et vous disent j'ai eu l'impression d'uriner du champagne. Alors effectivement, en général, ils sont debout ou assis, donc vous savez que l'air remonte. Donc au début de la miction, c'est plutôt bien, et puis à la fin, ça fait pshhh, comme ça, avec des petites bulles. Donc c'est en général en fin de miction, donc la contraction vésicale a chassé l'air. Oui, ça fait un tout petit peu bizarre, ça fait pshhh à la fin, bon, c'est assez rare. Hein. Soit c'est parce qu'on a sondé le patient précédemment et on a mis de l'air quand on l'a sondé, il y avait de l'air dans la tubulure de la sonde, soit ça peut être une fistule, c'est-à-dire qu'il y a une communication anormale post-chirurgicale après des rayons, des choses comme ça. Il y a une communication anormale entre le système digestif qui est creux et rempli d'air, par exemple entre le rectum et la vessie, une fistule recto-vésicale, et à ce moment-là, effectivement, l'air du rectum rentre dans la vessie, et en fin de miction, il y a une petite pneumaturie, et soit il y a certaines bactéries qui produisent du CO2. Bon, écoutez, on voit ça dans tous les livres. C'est assez rarissime, mais la fistule, il faut évoquer une fistule digestive quand il y a une pneumaturie. Alors de la même manière, la fécalurie, là c'est carrément les matières qui passent. Donc là le patient dit j'ai des urines quelque peu malodorantes et quelque peu colorées. Alors typiquement sur l'examen cytobactériologique des urines, vous n'avez pas un seul germe comme dans une infection urinaire normale, mais vous retrouvez des germes de la flore digestive. Vous savez que dans la flore digestive, il y a plein de germes. Donc là, vous retrouvez une culture microbienne, et donc ça signe la fistule urodigestive. Quand on dit fistule, c'est une communication anormale, hein, c'est pas... Et c'est souvent dans ce sens-là, et quand elles sont basses, quand elles sont plus basses, en fait, on peut plutôt trouver des urines dans les selles plutôt que des selles dans les urines.
Bon, enfin là, c'était pour vous parler de la fécalurie. Donc hématurie, leucocyturie, pneumaturie, fécalurie. Vous voyez que ça se retient assez facilement. La chylurie, alors là, c'est exceptionnel. Ça se voit peut-être plus en Afrique avec certains parasites. Certaines parasitoses, c'est souvent des parasitoses, mais c'est vraiment exceptionnel. Quelquefois, c'est post-traumatique. Et là, vous avez une élimination de lymphe. Donc là, vous avez des urines plutôt lactescentes, très blanchâtres et graisseuses comme ça. Donc ça, c'est des chyluries. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Donc il y a des lipides dedans et des protéines. Enfin, de la lymphe, quoi. La chyle, plus exactement. Alors, on en arrive aux troubles mictionnels. Alors, je vais faire un petit préambule. Il y a beaucoup de sociétés savantes dans toutes les disciplines médicales et chirurgicales qui se réunissent de façon très régulière et donc qui se sentent obligées de produire leur travail et donc de modifier des classifications, des dénominations pour montrer qu'ils travaillent. Et en urologie, il y a une société qui est la Société internationale de continence qui a revu, il y a maintenant quelques années, qui a revu toute la terminologie des troubles, des symptômes fonctionnels comme ça. Alors, je vous donne un exemple. Impériosité, ça, tout le monde comprend, ça veut dire que c'est impérieux. Il faudrait maintenant utiliser le mot urgenturie, qui est assez horrible. Et donc, il y a tout un tas. Donc, j'ai essayé de simplifier pour garder des termes faciles. Et après, je vous ai fait 2 diapos de résumé, comme de toute façon, vous les aurez sur le site, où vous aurez la nouvelle classification et terminologie. Mais j'ai gardé le plan que je fais habituellement, qui me semble plus facile. Et je vous demanderai de bien voir qu'on va d'abord voir les symptômes. Et ensuite, ces symptômes, on essaye de les regrouper en syndromes. Donc, il y a tout un tas de symptômes à voir. Et ensuite, on va essayer de voir comment on peut les regrouper en différents syndromes. D'accord ? Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez plutôt que si ce n'est pas clair. Alors, la miction, je voudrais quand même faire un petit rappel sur la miction normale. En fait, la miction, c'est une évacuation qui est intermittente des urines. Vous stockez, les urines sont produites, elles, de façon continue par les reins. Elles sont acheminées par les cavités excrétrices du rein jusqu'à la vessie de façon continue. Et elles sont acheminées parce que même quand vous êtes en position allongée, l'urtère est animé de mouvements de contraction. On dit qu'il repte, de mouvements de reptation plus exactement, qui fait passer comme ça l'urine de haut en bas, donc même quand vous êtes allongé. Et donc l'urine progresse du rein jusqu'à la vessie. La vessie stocke l'urine et donc elle n'est qu'un réservoir. Elle ne produit absolument pas d'urine, ça vous le savez. Et la miction, pour qu'elle soit normale, il faut qu'elle soit volontaire, c'est-à-dire que ça ne soit pas indépendant de votre volonté, que là, par exemple, vous ne soyez pas en train de vous mouiller, ce n'est pas une miction normale. Ensuite, il faut qu'elle soit rapide, c'est-à-dire qu'on urine de façon rapide et on vide complètement sa vessie. Et cela doit se faire sans effort, en particulier sans effort de poussée. Et pourquoi et c'est en fait le fait de la contraction vésicale, c'est en fait un arc réflexe qui est sacré, arc réflexe qui existe chez le nourrisson, mais qui n'est pas inhibé pour que ça devienne intermittent et sous contrôle volontaire, qui n'est pas inhibé par des informations supraprotubérantielles. Par exemple, si vous chatouillez un nourrisson, il va uriner. Et c'est comme ça, mais c'est comme ça qu'il urine, et ça va être suffisamment fort, il va déclencher par arc réflexe, une contraction vésicale suffisamment puissante, supérieure à sa fonction, écoutez bien, parce qu'après, supérieure à la puissance du sphincter pour vider complètement sa vessie. Cet arc réflexe, vous pouvez de temps en temps, chez vous, quand il y a la myélinisation, quand l'enfant se met à marcher, il commence progressivement à acquérir la propreté, parce qu'il y a la myélinisation qui permet l'arrivée des informations supraprotubérantielles. Bon. Mais cet arc réflexe, si vous êtes tous arrivés de le sentir plus ou moins, et il peut être réactivé, on va dire, dans un cas que vous connaissez tous, qui est par exemple la clé dans la porte. Vous avez un peu envie d'uriner, mais un peu beaucoup, vous arrivez chez vous, vous mettez la clé dans la porte, et là, l'envie augmente de façon sensible, d'accord ? En fait, vous avez réactivé, vous avez redéclenché cet arc réflexe sacré,
Hein, vous êtes presque prêt à ne plus pouvoir vous retenir, mais comme vous avez un bon sphincter, la contraction vésicale qui est induite par cet arc réflexe n'est pas suffisante pour vous faire perdre vos urines. Okay, on va le revoir, il peut se déclencher dans d'autres cas. Okay, mais donc c'est vraiment un arc réflexe qui est inhibé pour que la miction soit intermittente et volontaire. Alors maintenant, quand on parle de miction, on est obligé aussi de parler de continence. Et la continence, c'est un équilibre entre des forces d'expulsion et des forces de retenue. Alors, les forces d'expulsion, c'est votre pression abdominale, quand vous allez uriner. La pression hydrostatique, c'est-à-dire la pression de la colonne d'eau qui joue en fait assez peu. Enfin, c'est plus... bon, voilà. Et la force du muscle vésical, le moteur vésical, la contraction vésicale, appelez-le comme vous voulez. Et de l'autre côté, pour vous retenir, il y a la puissance de vos sphincters. On a parlé du sphincter strié tout à l'heure. Donc, on va dire majoritairement le sphincter strié. Il y a aussi, et ça joue beaucoup plus chez la femme que chez l'homme, la force du périnée. Ça joue beaucoup plus chez la femme, soit après les traumatismes de l'accouchement, soit avec la ménopause. Et bien sûr, la résistance de l'urètre. Si vous avez quelque chose qui serre l'urètre, et bien la résistance, un rétrécissement de l'urètre, il y a un obstacle à l'écoulement. C'est logique. Alors, on repart dans les définitions pour savoir de quoi on parle. Alors, bon, la duresse normale, c'est de 800 à 1500 millilitres par jour. Ça dépend évidemment de ce qu'on boit. Donc, la duresse normale... enfin, il n'est pas non plus normal d'uriner 6 litres par jour. Hein. Bon. Mais donc, ça peut être 2 litres et demi. Ça dépend de ce qu'on boit. Mais on dit que c'est 800 à 1500. On dit qu'il y a une polyurie quand la quantité est plus de 2 litres. Bon, c'est pas ça qui est important. C'est surtout l'oligurie. Il faut que vous connaissiez ça. Oligurie, c'est moins de 500. Et anurie, c'est moins de 200. Alors là, ce qui est là est assez fondamental. On le verra pourquoi. Quand on dit anurie, il faut que la vessie soit vide. Il n'y a rien dans la vessie. Vous n'urinez pas vessie vide. Ce n'est pas une rétention d'urine. C'est exactement le contraire de la rétention d'urine. D'accord ? L'anurie, la vessie est vide. L'urine n'arrive pas dans la vessie. Soit parce qu'elle n'est pas produite, c'est des causes néphrologiques, ce qu'on appelle prérénale ou rénale. L'urine n'est plus produite. Vous avez, c'est là, par exemple, en néphrologie, c'est la nécrose tubulaire aiguë. Le rein est sidéré. Il arrête de fonctionner. Il ne produit plus d'urine. D'accord ? Il y a la vessie est vide, c'est une anurie de cause néphrologique. Soit le rein produit des urines, mais elles ne peuvent pas arriver dans la vessie. Alors on pourrait reprendre l'exemple de tout à l'heure, qui est le calcul des deux côtés. Les deux reins sont bloqués, ou vous n'avez qu'un seul rein, il y a un calcul. L'urine n'arrive plus dans la vessie, vous êtes en anurie, mais le rein, lui, fonctionne. C'est juste que l'urine n'arrive pas. Donc les cavités au-dessus de l'obstacle sont dilatées, mais la vessie est vide. D'accord ? Donc, dans les anuries, il y a des causes urologiques et des causes néphrologiques. Et si vous avez bien suivi, vous voyez que dans les causes néphrologiques, les cavités excrétrices sont vides. Et dans les causes urologiques, les cavités excrétrices sont dilatées. Est-ce que tout le monde a... Oui ? D'accord ? La vessie est vide. Soit c'est parce qu'il n'y a pas de production d'urine, donc les cavités sont fines et c'est des causes néphrologiques, soit parce qu'il y a une production d'urine qui n'arrive pas jusque dans la vessie et les cavités sont dilatées. Et en général, il y a un obstacle. Donc, si vous vous souvenez du schéma force de retenue, force d'expulsion, la première chose à connaître, c'est la dysurie. Donc là, on est dans les symptômes. Je vous ai dit qu'après, on les regroupera en syndrome. On est maintenant dans les symptômes. Donc la dysurie, c'est un mauvais rendement de la miction. Soit parce que les forces d'expulsion sont faibles. Par exemple, vous avez un mauvais moteur vésical, vous êtes diabétique depuis 20 ans, vous avez une vessie complètement atone, vous avez un mauvais moteur vésical.
soit parce que les forces de retenue sont importantes. Il y a un obstacle à l'évacuation. Typiquement, c'est l'adénome de la prostate de l'homme d'âge mûr. Hein, la prostate qui grossit et qui donc bloque l'urètre progressivement, ça fait une gêne à l'évacuation. En général, la dysurie est d'installation progressive, en général. Alors, le patient vous dit quoi en arrivant, vous lui demandez quoi? Les signes, c'est quoi? Ben, c'est le fait d'avoir à pousser pour uriner. C'est le fait d'avoir un jet, une faiblesse du jet. Que le jet soit un peu en arrosoir. Alors ça, en général, c'est l'épouse du patient qui le dit. Elle dit, oh, de toute façon, il en met partout, c'est dégueulasse. Bon. C'est le fait d'avoir, par exemple, des gouttes retardataires, c'est-à-dire qu'on finit d'uriner, puis après, il y a quelques dernières gouttes qui ne sont pas pour les toilettes, mais plutôt pour le pantalon. Et c'est le fait, quelquefois, d'uriner en 2 temps, c'est-à-dire que les patients, ça concerne surtout des hommes, les patients ont terminé d'uriner, ils sortent, et en fait, 10 minutes après, ils reviennent pour finir la vidange vésicale. Donc tout ça, ce sont des signes de dysurie. L'autre symptôme du bas appareil, tout ça, ce sont des symptômes du bas appareil, hein, c'est la polachyurie. Donc dans la polachyurie, on étudie la fréquence mictionnelle. On considère qu'il est normal d'aller entre 3 et 5 fois par jour, et que le délai entre 2 mictions doit être d'au moins 3 heures. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de miction nocturne, mais il n'est pas anormal d'avoir une miction nocturne, ce n'est pas pathologique. Et donc, quand on se lève 5 fois la nuit pour uriner, qu'on y va toutes les demi-heures, on a une polachyurie diurne ou nocturne selon les cas. PKD, c'est pour diurne. PKN, polachyurie nocturne. Alors, la polachyurie peut être le symptôme d'une maladie. Je vais vous donner un exemple. Dans la maladie de Parkinson, vous savez que les patients tremblent. Quelquefois, ils tremblent aussi un peu de leur vessie et ils peuvent avoir une polachyurie. Typiquement, le grand typique de la polachyurie, c'est la cystite. Il y a une irritation vésicale et donc on a envie d'aller faire pipi tout le temps, il y a une polachyurie. Donc ça peut être le symptôme de plein de maladies et quelquefois on ne trouve aucune maladie, aucune cause et c'est en soi, ça devient en soi une maladie. C'est la polachyurie maladie. Alors vous imaginez bien que si vous avez une petite vessie, vous allez y aller plus souvent. Alors soit parce que vous avez une petite vessie congénitale, soit par exemple la tuberculose donne des petites vessies, ou parce qu'on vous a enlevé un bout de vessie, donc elle est plus petite. L'inflammation, je vous ai parlé de la cystite. Soit parce que vous ne videz pas, il y a un résidu post-mictionnel. Si vous ne videz pas complètement la vessie, on en revient à la dysurie, vous ne videz pas complètement la vessie, il en reste toujours un peu. Donc forcément, elle va se remplir, elle va être pleine plus rapidement, donc vous y allez plus souvent. Ça peut se voir dans la sclérose en plaques, SEP c'est la sclérose en plaques, ça peut se voir dans les AVC, c'est juste pour que vous ayez des exemples, ils ne sont pas à connaître. Et puis, je vous ai dit, quelquefois, on ne trouve rien, et à ce moment-là, la polachyurie devient une maladie en soi, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale. Avant, on disait instabilité, mais maintenant, il faut dire hyperactivité vésicale. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une réactivation des réflexes archaïques. C'est cette boucle que je vous ai décrite tout à l'heure. Alors, ça peut prendre des proportions terribles. Il y a des patients. Alors là, c'est plutôt des femmes. Elles peuvent aller 30 fois la journée, 42 fois la nuit. Donc, il y a un vrai retentissement social. Alors, il y a aussi... c'est pas une maladie, il y a la mauvaise éducation des enfants, c'est-à-dire qu'on a des enfants, puis on a décidé de sortir, donc fait pipi avant de sortir.
Et ça, c'est très mauvais parce que qu'est-ce qui se passe? L'enfant va aller uriner alors que la vessie n'est pas pleine et il va modifier sa perception du besoin. Donc pour lui, le besoin, c'est quand la vessie elle est au quart plein. Et donc il ira toujours après quand la vessie est au quart plein. Il faut rééduquer. Et après, on trouve en général des jeunes filles qui s'arrêtent sur l'autoroute à chaque station essence parce qu'elles ont toujours envie d'aller faire pipi. Voilà, juste parce que ça peut être de l'éducation, de la mauvaise éducation vésicale. Donc quand on a des enfants, on leur dit pas d'aller faire pipi avant de se coucher, on leur dit pas d'aller faire pipi avant de sortir. Ils vont faire pipi quand la vessie est pleine, et tant pis si on vient de sortir il y a exactement 1 minute 30 et qu'il faut remonter, enlever les manteaux, les écharpes, les trucs, les machins. C'est pas grave, c'est comme ça, et du coup ils auront envie de faire pipi quand ils auront la vessie pleine, et on va pas faire pipi parce qu'on a la vessie un quart plein. Voilà. Et puis il y a aussi tout le stress, tout ce qui est polachyurie psychogène, on a envie de faire pipi avant de rentrer en salle d'examen, enfin voilà. Donc ça c'est... Mais ça, c'est pas grave, c'est pas des maladies. Et les stimuli, je vous ai dit, ce qui peut réactiver aussi ces réflexes, c'est la clé dans la porte, le bruit de l'eau, le fait d'aller uriner, de perdre quelques gouttes, quand on est sous la douche avec le bruit de l'eau, tout ça n'est pas très grave quand ça ne prend pas des proportions terribles. Alors, il ne faut pas confondre, s'il vous plaît, il ne faut pas confondre polachyurie avec nicturie, qui est le fait qu'un besoin d'uriner réveille un patient. Alors, il faut se méfier, l'interrogatoire n'est pas toujours simple, parce qu'il est difficile quelquefois de faire la part des choses entre le patient un peu âgé, un peu insomniaque, et qui, comme du coup est levé, va faire pipi, et celui qui est véritablement réveillé par l'envie d'uriner. Ça peut être tout simplement parce qu'il a trop de diurétiques le soir. Hein, c'est pas... Donc, en tout cas, la polachyurie n'est pas la nicturie et la polachyurie n'est pas la polyurie. On l'avait vu au départ, la polyurie, c'est une notion de volume par 24 heures. La définition, c'est 2 litres, mais notez plutôt que c'est une notion de volume, alors que la polachyurie, c'est une notion de fréquence. Bon. Alors, toujours dans les symptômes du bas appareil urinaire, on arrive aux miction impérieuse, dite maintenant urgenturie. Donc tout le monde comprend ce que ça veut dire. Bon, c'est l'envie brutale d'aller uriner. Et alors, ces mictions impérieuses, ces impériosités, ces urgenturies s'accompagnent ou non de fuites d'urine, selon que la contraction de la vessie au moment du besoin d'uriner soit ou ne soit pas supérieure, c'est toujours à la force de retenue qu'est le sphincter. Je vais vous donner un exemple de miction impérieuse, la cystite de la jeune fille. Donc elle a une cystite, elle a une polachyurie, elle a des impériosités et en général, elle ne perd pas ses urines. Elle va très souvent, ça la brûle en faisant pipi, mais enfin, elle ne perd pas ses urines. La même cystite chez la dame de 85 ans en maison de retraite, elle est inondée et on lui met les couches. La différence, c'est que la jeune fille, quand elle a une urgenturie, elle a une contraction vésicale, on va dire, si on la mesurait, qui est de 30 cm d'eau, mais elle a un sphincter qui vaut 80, donc elle va avoir la sensation du besoin urgent, mais ne va pas fuir. Alors que la mamie, elle a la même contraction vésicale de 30 cm d'eau, mais à 90 ans, son sphincter vaut 20 cm d'eau. Donc elle fuit. D'accord ? Donc la fuite par urgenturie n'est que la conséquence de l'équilibre des forces dont je vous ai parlé. Le ténèbres vésical, on en avait parlé. Chut. Et les brûlures mictionnelles, c'est des brûlures mictionnelles, quoi. Ça brûle en faisant pipi. Donc elles sont déclenchées par le passage de l'urine dans l'urètre. Et souvent, elles se prolongent après la miction. Et donc, les patients ont quelquefois du mal à dire s'ils ont mal pendant qu'ils font pipi ou après qu'ils font pipi. Voilà. Donc, typiquement, je reviens toujours à la cystite de la jeune fille. Elle a une polachyurie, elle a des urgenturies, elle a des brûlures mictionnelles. Alors, donc, cette fameuse classification de l'ICS. Alors, il faudrait maintenant parler de symptômes de la phase de remplissage. Storage symptoms, donc, dans lequel on fait rentrer la polachyurie diurne, la nicturie. Vous aurez la diapo, hein, recopiez pas ça.
la pollakiurie, de la nicturie, l'urgenturie, les incontinences dont on va parler après. Il faudrait parler de symptômes de sensibilité vésicale. Est-ce que cette sensibilité est normale, augmentée, diminuée ou absente? Est-ce qu'on a plus fréquemment le besoin d'aller uriner ou pas, ou peu, ou je sais pas quoi? D'accord. Et puis, il faudrait parler de symptômes de vidange, voiding. Soit le jet est diminué, soit en arrosoir, soit il est haché, soit hésitant. Pardon, il y a une faute d'orthographe. Les mictions se font-elles par poussée? Donc, vous voyez, il y a des grands tableaux d'interrogatoire où il faut mettre des cases. Alors, la Société internationale de continence fait la différence entre les gouttes terminales, c'est-à-dire à la fin de la miction, et les gouttes retardataires, qui sont après la miction. Alors, à l'interrogatoire, c'est moins facile. Et donc, de la phase post-mictionnelle, est-ce que la sensation de vidange est incomplète ou pas? Je vous donnerai, vous aurez les diapos là sur le site demain, donc ne notez pas ça. Pas d'intérêt, c'est du recopiage. Alors, je vous ai dit qu'on regroupait ces symptômes en syndromes. Alors, on peut continuer, enfin, on va continuer à appeler entre nous le syndrome obstructif. On est dans les troubles du bas appareil. Hein. Les manières d'uriner, ce sont les troubles du bas appareil urinaire. Hein. Donc, le syndrome obstructif, il signe un obstacle sous-vésical. Ce qu'on appelle, nous, un obstacle sous-vésical. Donc, ça peut être au niveau du col vésical. Ça peut être un obstacle au niveau de la prostate. Ça peut être un obstacle au niveau du sphincter. Et ça peut être un obstacle au niveau de l'urètre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme syndrome obstructif? On va d'abord décrire l'obstruction aiguë, qui est la rétention aiguë d'urine. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur l'anurie? L'anurie, le patient ne peut pas uriner, ou du moins, il n'y a rien, parce que sa vessie est vide. Là, c'est exactement le contraire. Le patient ne peut pas uriner alors que la vessie est pleine. Alors ça, c'est le patient qui a en général, c'est un homme, il a ce qu'on appelle une prostatite, il a une inflammation de la prostate, une infection, une inflammation de la prostate, elle gonfle d'un coup, c'est brutal, et ça bloque l'urètre, il ne peut pas uriner, la vessie est pleine, l'urine continue à arriver dans la vessie, et il a, on le verra après quand on fera l'examen clinique, un globe vésical, vous le notez là, on décrira les signes cliniques du globe vésical, mais vous le notez là, un globe vésical, la vessie est pleine à craquer, dur et douloureux. Chaque mot a son importance. Un globe vésical dur et douloureux. C'est un diagnostic clinique, on verra quand on fera l'examen clinique comment on le fait, il suffit de mettre 2 doigts, de percuter la région hypogastrique. Ce n'est pas très compliqué. Donc c'est un diagnostic clinique et on dit typiquement que c'est pisser ou mourir. C'est des gens qui arrivent dans des douleurs, c'est atroce. Vous posez une sonde urinaire et dès les premières gouttes d'urine, dès qu'on enlève les premiers 10 cc d'urine, les patients font... Enfin, ils sont en sueur hein, quand ils arrivent. C'est vraiment extrêmement douloureux. D'accord? Donc ça, c'est la rétention aiguë d'urine. C'est une obstruction aiguë, sous-vésicale. Alors, je vous ai mis, c'est une urgence urologique. La douleur est hypogastrique violente. Il y a des irradiations dans tous les sens. Les patients ont mal partout. Il y a une envie impérieuse d'aller uriner alors qu'il n'y a pas de miction possible. D'accord? Et je répète une autre fois que la vessie est pleine alors que dans l'anurie, la vessie est vide. Et que les patients n'ont pas envie d'uriner dans l'anurie puisque la vessie est vide. Alors, complètement autre chose, ça c'est l'obstruction aiguë. Le patient a une infection de la prostate, il a une obstruction aiguë. À côté de cela,
il y a des obstructions chroniques, ce qu'on appelle chroniques. Ça veut dire qu'elles vont s'installer progressivement. C'est typiquement l'homme qui a un adénome de la prostate. À partir de 40, 50 ans, l'adénome grossit et il va gêner l'écoulement des urines. Donc au départ, il a une petite dysurie, il trouve que son jet est un peu plus faible. Et puis, il va commencer à se lever une fois la nuit. Puis, il va y aller plus souvent la journée parce qu'il vide moins bien. Et va s'installer progressivement, à force de vider moins bien, il ne s'en rend pas forcément compte. Il va s'installer un résidu post-mictionnel, c'est-à-dire que si on lui mesurait ce qui reste après une miction, il a 300 ou 400 dans sa vessie avant d'aller uriner, il en urine 200, il lui en reste 150. Il ne s'en rend pas vraiment compte. Oui, il a peut-être la sensation de mal vider la vessie, mais il ne s'en rend pas compte. Et au fur et à mesure, comme l'obstruction n'est pas levée, ce résidu croît. Et on en arrive à l'obstruction chronique évoluée. Cette fois-ci, la vessie est pleine et quelquefois, le patient ne s'en rend pas compte. Elle s'est distendue progressivement. Et finalement, il ne vient pas pour difficulté d'uriner, il vient parce qu'il est incontinent. En fait, la vessie est pleine et il perd le trop-plein. Il a ce qu'on appelle, donc ça c'est absolument à connaître, incontinence urinaire par regorgement. Donc on a une incontinence urinaire par regorgement quand derrière la vessie est pleine, on urine le trop-plein. Ou a priori on fuit le trop-plein. Ce sont des fuites d'urine. Incontinence urinaire par regorgement. C'est l'évacuation du trop-plein. Dans ces cas-là, la vessie est distendue, mais elle peut remonter jusqu'ici. Il peut y avoir 9 litres dedans. Quelquefois, on a comme ça des histoires de chasse où les patients sont adressés pour tumeur abdominale. C'est un globe vésical. D'accord ? Donc le truc remonte jusqu'à là. Il y en a qui sont adressés pour dyspnée, parce que c'est tellement haut que tout est remonté. Donc la distension vésicale est majeure. Et à ce moment-là, vous vous rendez bien compte que le globe vésical n'est pas douloureux, sinon il serait venu avant. Il n'a pas 9 litres dans sa vessie, ça dure depuis des années son affaire. Donc le globe vésical est mou et indolore. Je vous la refais encore une fois, et vous ne direz pas que je ne vous l'ai pas faite. Dans l'anurie, le patient n'urine rien et la vessie est vide. Dans la rétention aiguë d'urine, le patient a envie d'uriner, il ne peut pas uriner, il a un globe vésical dur et douloureux. Et dans la rétention vésicale chronique, il vient peut-être pour des mictions par regorgement, enfin il ne vient pas forcément pour ça, et il a surtout un globe majeur, mou et indolore. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quelquefois ça évolue depuis tellement longtemps que la vessie s'est distendue, les uretères ont commencé à se distendre, les reins sont complètement distendus et quelquefois ils arrivent en insuffisance rénale. Je ne sais pas si vous avez des notions de créatinémie, ils ont 1000 de créate, 7 de potassium, enfin on est obligé de commencer par les dialyser. Donc vous voyez, ça peut évoluer vraiment assez longtemps. Donc à force, ça va retentir sur le haut appareil urinaire avec une distension d'amont. C'est bon, tout le monde y est? Donc rétention anurie, rétention aiguë d'urine, rétention vésicale chronique sont 3 choses différentes. Bon, ce truc-là ne veut pas marcher. Voilà. Donc voilà, on a fini avec les syndromes obstructifs. On arrive au syndrome, on regroupe toujours nos symptômes, mais cette fois-ci on arrive au syndrome irritatif. En gros, irritatif, c'est tout ce qui est des troubles du stockage, c'est-à-dire, de la vidange, excusez-moi, c'est-à-dire la polachyurie, les brûlures mictionnelles, les envies impérieuses, j'aurais pu mettre ici. Tout ce qui est irritatif, il manque envie impérieuse. Tout ce qui est plutôt des problèmes de vidange. Mais il faut que vous connaissiez le syndrome de cystite, qui associe polachyurie, brûlure mictionnelle et pyurie. C'est infection urinaire, hein, cystite. Polachyurie, brûlure mictionnelle, pyurie. Il est quelle heure?
Ah, bah, tout va bien. Alors, autre chose, les pertes involontaires d'urine. Alors, il faut distinguer les vraies incontinences des fausses incontinences. On parle de vraie incontinence, on va dire, je vais vous expliquer ça comme ça, quand l'urine est perdue à travers le complexe sphinctérien. C'est-à-dire qu'elle suit un trajet normal, mais elle est perdue en dehors d'une miction. Il y a des pertes involontaires d'urine à travers le complexe sphinctérien. Alors que les fausses incontinences, les pertes d'urine sont indépendantes du complexe sphinctérien. Donc dans le premier cas, dans les vraies incontinences, l'anatomie est respectée, et on verra comment on peut perdre les urines. Et dans l'autre cas, l'anatomie n'est pas respectée. D'accord ? Vraie incontinence, fausse incontinence. Alors, dans les vraies incontinences, on parle d'incontinence urinaire d'effort quand la perte d'urine, involontaire, on vient de le dire, est liée à l'effort. C'est-à-dire, ça concerne les femmes et ça peut concerner les hommes en général après une chirurgie ou une radiothérapie. Ça concerne rarement les hommes comme ça. Ça peut concerner en revanche les femmes après un premier accouchement, à la ménopause, etc. Donc l'incontinence urinaire à l'effort, c'est une femme, on va dire, qui est en train de faire ses courses, elle arrive dans le rayon du supermarché, elle soulève un pack d'eau, elle n'avait pas envie d'uriner et elle perd des urines. Donc elle est en train de faire un effort. Ou un des efforts les plus importants, c'est l'éternuement, ce qui développe une pression abdominale importante. Donc quand elle rigole, quand elle tousse, quand elle rigole, quand elle éternue, quand elle passe l'aspirateur, quand elle court après le bus, elle perd ses urines. Donc les fuites sont concomitantes d'un effort et non précédées d'un besoin. Concomitantes d'un effort, comme son nom l'indique, et non précédées d'un besoin. Elles arrivent dans toutes les situations qui augmentent la pression abdominale, je viens de vous les citer. Par exemple, quand on soulève une valise lourde, en général, on développe une pression abdominale de 60 à 80 cm d'eau. Donc, on augmente la pression abdominale. Et, bien entendu,